Imaginons un instant une scène du quotidien, le tout premier quart d'heure d'une journée ordinaire. Le réveil qui sonne, on l'éteint, on se lève. Voilà, on se dirige vers la cuisine pour se préparer un café. Ensuite, passage par la salle de bain, on s'habille, on sort dans la rue pour aller travailler. Jusqu'ici, c'est la routine classique de tout le monde. Exactement. Mais reprenons cette même séquence et appliquons un filtre radical. Effaçons absolument toutes les marques. Ah oui, l'expérience de la page blanche. Plus aucun logo sur l'écran du téléphone, plus d'étiquettes sur le col de la chemise ou sur les baskets, Plus aucune enseigne lumineuse sur les devantures des magasins. rien. Plus de noms gravés sur la carrosserie des voitures garées sur le trottoir. À quoi ressemblerait un monde totalement dépourvu de marques? C'est un exercice mental d'une telle difficulté que même la littérature d'anticipation s'y risque très rarement. Et on comprend pourquoi. Aujourd'hui, l'emprise de la marque a largement débordé du cadre strict du supermarché. Totalement. Des villes entières comme Saint-Tropez ont été judiciairement déposées. C'est fou quand on y pense. Des artistes historiques, comme Picasso, fonctionnent sur le marché de l'art avec les mêmes mécanismes qu'une griffe de luxe. Et des institutions comme le musée du Louvre s'exportent à l'étranger sous forme de franchise. Il y a aussi ce paradoxe suprême avec une enseigne japonaise comme Muji. Son nom signifie littéralement produit de qualité sans marque. Et c'est pourtant devenu une marque mondiale extrêmement puissante. Notre environnement a pratiquement exclu les objets non marqués. Et c'est ce qui motive notre plongée d'aujourd'hui. Nous allons décortiquer l'ouvrage fascinant de Benoît Heilbronn, tout simplement intitulé La marque. Un livre vraiment essentiel pour comprendre notre époque. L'idée pour ceux qui nous écoutent n'est pas d'en faire une lecture scolaire, mais d'en extraire la substantifique moelle, comprendre les rouages invisibles de notre société de consommation. Alors développons un peu cela. Je t'écoute. La question centrale qui se pose d'emblée, c'est de savoir si ces entités sont de simples outils d'optimisation commerciale pour vendre plus, ou bien si elles ont muté pour devenir les véritables guides idéologiques de notre monde moderne. C'est vraiment le nœud du problème. Et pour l'aborder correctement, il est impératif de déconstruire un mythe tenace. Lequel? Les 50. Les fameux Mad Men, quoi. Exactement. Mais la réalité historique démontre tout l'inverse. Ce qui est fascinant ici, c'est que la marque est un signe anthropologique profond. Son existence précède de plusieurs millénaires la machine à vapeur. Des millénaires. Oui. Les fouilles archéologiques ont mis au jour des poteries et des céramiques datant de 1300 ans avant notre ère, dans le bassin méditerranéen, estampillées de signes distinctifs très clairs. Donc bien avant le marketing moderne. Une rosette, un symbole géométrique, l'initiale de l'artisan. Cette marque primitive remplissait déjà deux fonctions cruciales. Lesquels? Garantir l'origine géographique de l'objet, le long des routes commerciales, et authentifier un savoir-faire spécifique. C'était la toute première forme de traçabilité. Attends, on comprend bien l'idée de l'artisan antique qui signe son œuvre par fierté, mais l'ouvrage mentionne une anecdote brillante. Une loi anglaise datant de l'an 1266 concernant les boulangers. Ah oui, cette loi est très révélatrice. Au XIIIe siècle, le commerce de masse n'existait pas. Quel intérêt un boulanger de quartier avait-il à apposer un logo sur un produit de première nécessité qui allait être consommé le jour même? Eh bien, l'intérêt n'était absolument pas commercial. Il était pénal. Pénal? Mm. C'est-à-dire? Cette loi obligeait les boulangers à marquer chaque miche de pain pour une raison de maintien de l'ordre public. Au Moyen Âge, la fraude sur le poids des denrées alimentaires était monnaie courante et constituait un délit sévèrement puni. Donc on trichait sur la quantité de farine. C'est ça. Si les autorités découvraient qu'une miche de pain vendue sur le marché était plus légère que le poids réglementaire, il fallait un moyen infaillible de retrouver le coupable. D'où la signature obligatoire sur le pain. Exactement. La marque, imprimée dans la pâte avant la cuisson, agissait comme un sceau de responsabilité civile et pénale. C'était un outil de contrôle aux mains des autorités, bien avant de devenir une promesse de qualité pour l'acheteur. On retrouvait exactement la même logique chez les orfèvres, obligés de poinçonner leur création pour prouver la pureté du métal précieux. Le point de départ est donc une mesure de police et de répression. C'est un changement de perspective assez radical, hein. Complètement. Mais la mécanique s'emballe véritablement au XIXe siècle, d'après l'auteur. Le chemin de fer permet d'expédier des marchandises à des centaines de kilomètres de leur lieu de production. Et surtout, c'est l'apparition de l'emballage individuel. Un tournant décisif. Auparavant, on achetait la farine ou le savon en vrac. Chez un commerçant avec qui on discutait. Oui, le lien social direct. Soudain, le produit se retrouve emballé et le sociologue Vince Packard explique que cet emballage, doté d'un nom et d'un dessin, devient un vendeur silencieux. La marque remplace physiquement l'épicier, en fait.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le discours va totalement muter. C'est ce qu'on appelle le tournant symbolique, la clé de voûte de notre système actuel. On passe d'une communication descriptive, qui vante l'efficacité d'un détachant ou la robustesse d'un outil, à quelque chose de beaucoup plus profond. Sous l'impulsion de pionniers comme Ernest Dichter, au milieu du XXe siècle, les agences ont importé les concepts de la psychanalyse dans le domaine commercial. Les entreprises ont compris une chose fondamentale. L'être humain n'achète pas seulement des fonctions. Il achète quoi alors? Il achète des émotions, des solutions à ses angoisses et des marqueurs de statut social. La publicité a cessé de vendre la composition chimique d'un savon pour se mettre à vendre le concept de pureté familiale. Elle a cessé de vendre un moyen de transport pour vendre l'idéal de la liberté individuelle. Voilà. La marque a cessé d'être un simple nom imprimé sur du carton pour devenir un réservoir de sens, une entité presque vivante avec laquelle on est invité à nouer une relation intime. Ce qui nous amène à une distinction cruciale développée dans le livre. On a tendance à utiliser le mot « marque » pour désigner n'importe quel nom d'entreprise déposé légalement. C'est un abus de langage de très courant. Pourtant, avoir un certificat de propriété intellectuelle ne fait pas d'un nom une véritable marque au sens fort. Comment les spécialistes font-ils le tri entre un simple identifiant commercial et une marque dotée de cette fameuse profondeur symbolique? Benoît Hellbrunn propose des critères d'évaluation très stricts. On ne décrète pas une marque dans une salle de réunion, elle se sédimente dans le temps. Il existe d'abord une règle implicite de longévité, souvent fixée à 25 ans d'existence. 25 ans? C'est presque une génération. C'est le cycle nécessaire pour qu'une entreprise traverse les modes, s'imprime dans la mémoire collective et démontre une réelle résilience culturelle. Et le deuxième critère? Encore plus exigeant, c'est celui de la richesse associative. Si l'on soumet le nom d'une entreprise à un individu pris au hasard, celui-ci doit être capable de formuler spontanément au moins 5 associations mentales distinctes et qualifiantes. C'est-à-dire évoquer des valeurs, des couleurs, une atmosphère, une promesse. Exactement. Si on suit cette logique jusqu'au bout, cela implique que des mastodontes de la grande distribution ou des géants de l'électronique grand public, malgré leur puissance financière colossale, ne sont pas nécessairement de grandes marques sur le plan symbolique. C'est un constat paradoxal mais très juste. Prenez une autre source en bouteille d'entrée de gamme très vendue, ou un fabricant asiatique d'électroménager très populaire. Leur notoriété spontanée frôle les 100%. Tout le monde connaît le nom. Mais l'imaginaire qui est rattaché reste cantonné à l'aspect utilitaire. Le prix bas, la disponibilité, la fonction de base. Ce sont des repères commerciaux redoutablement efficaces, de formidables identifiants. Mais l'univers mental qu'ils déploient reste pauvre comparé à des griffes de luxe ou des équipementiers sportifs historiques qui, eux, véhiculent une véritable philosophie de vie. D'ailleurs, il y a un phénomène très particulier évoqué par l'auteur qui illustre parfaitement les pièges de cette notoriété absolue. C'est le concept du branduit, la contraction de marque et produit. Le branduit représente le point de bascule ultime, le moment précis où le nom propre de l'entreprise est phagocyté par le langage courant pour devenir un nom commun. C'est le triomphe total de la familiarité. On demande un scotch au lieu d'un ruban adhésif, on cherche un post-it plutôt qu'un papillon autocollant. On utilise un Kleenex, on passe un coup de sopalin. Aux États-Unis, le verbe to Xerox est même entré dans le dictionnaire pour signifier faire une photocopie. Sur le papier, n'importe quel directeur commercial rêverait d'atteindre ce niveau de pénétration dans l'esprit du public. Pourquoi l'ouvrage présente-t-il cela comme une cage dorée, voire comme un danger stratégique majeur? Parce que cette fusion sémantique détruit la capacité de la marque à se mouvoir vers d'autres horizons. Quand un nom devient le synonyme exact d'un objet matérien très précis, d'une texture ou d'une fonction unique, il devient psychologiquement inaudible sur un autre segment. L'entreprise est coincée. Totalement. L'entreprise 3M, qui détient la marque Scotch, en a fait l'amère expérience. Lorsqu'elle a voulu utiliser la puissance de ce nom pour vendre des cassettes audio ou des bandes vidéo magnétiques, le public a eu énormément de mal à suivre. Dans le cerveau humain, Scotch signifiait ruban adhésif transparent pour le bureau, et rien d'autre. S'étendre en dehors de cette prison lexicale demande des efforts financiers et publicitaires titanesques. Le brandit fige l'entreprise dans un rôle unique. Pour comprendre comment ces entités structurent notre environnement, l'auteur convoque une théorie inattendue. Très loin des manuels de gestion classiques, il s'appuie sur les travaux de Georges Dumézil, Le grand historien et anthropologue. célèbre pour avoir théorisé la trifonctionnalité des sociétés indo-européennes anciennes. Appliquer la mythologie antique à l'organisation des rayons d'un supermarché, c'est un grand écart analytique audacieux,
Comment ces trois fonctions archaïques se traduisent-elles dans la stratégie d'une entreprise moderne? L'analogie est particulièrement révélatrice. Dumézil expliquait que les mythes anciens s'organisaient toujours autour de trois piliers. Le premier est la fonction de souveraineté. Traditionnellement incarnée par le roi ou le prêtre qui détient le savoir sacré. Dans l'univers de la consommation, cette souveraineté se traduit par le mythe des origines de la marque. Il faut une légende fondatrice, souvent adossée à la figure d'un créateur visionnaire ou à un objet originel indépassable. Tu as un exemple en tête? Si l'on prend Lacoste, toute la légitimité de l'entreprise repose encore aujourd'hui sur l'invention du fameux polo en maille piquée par René Lacoste en 1933. Ce vêtement fondateur, c'est le sceptre de la marque en quelque sorte. C'est la preuve irréfutable de son savoir-faire originel. Sans cette souveraineté historique, l'entreprise n'a pas d'autorité légitime sur son marché. Ensuite, il y a la deuxième fonction, la fonction guerrière. Elle fait écho à une réalité très pragmatique. Le rayon d'un magasin est un champ de bataille extrêmement dense. Le livre souligne une statistique frappante à ce sujet. La fameuse règle des 8 secondes. Oui, face au mur de produits que représente un rayon de grande surface, un crayon consacre en moyenne à peine 8 secondes pour sélectionner un article courant, comme un paquet de lessive. 8 secondes, ça ne laisse absolument pas le temps de lire un argumentaire ou de comparer des tableaux de composition chimique. C'est là que la fonction guerrière intervient. Exactement. Puisque le temps d'attention est réduit à néant, la marque doit déployer des armes visuelles capables de percer le brouillard cognitif instantanément. Elle s'impose par des signaux primaires. Une forme asymétrique, un code couleur agressif. La pomme croquée d'Apple, la virgule dynamique de Nike, le rouge éclatant de Coca-Cola ou la silhouette rassurante du bibendum Michelin ne sont pas de simples décorations. Ce sont des étendards plantés dans le paysage visuel pour déclencher une reconnaissance et une préférence instinctive, bien avant que la réflexion rationnelle n'ait le temps de s'activer. Et la troisième fonction de Dumézil, celle de la reproduction. Historiquement, ça correspond à la figure de l'agriculteur et au cycle des moissons. Comment ça s'applique à la production de masse? La fonction de reproduction, c'est la promesse de la constance absolue. L'industrie moderne repose sur la standardisation. La marque agit ici comme un contrat de garantie, stipulant que l'expérience sera rigoureusement identique à chaque itération. Qu'on achète un soda ou un hamburger à Paris, à Tokyo ou à New York. Que ce soit un lundi matin ou un dimanche soir, le goût, la texture et l'emballage doivent être des clones parfaits de son souvenir. Cette répétition à l'identique élimine l'angoisse de la déception. Ça transforme un acte d'achat réfléchi en une routine sécurisante. Ces trois piliers assurent la solidité de l'édifice, mais ne suffisent pas à lui donner une âme. Toute marque forte repose d'abord sur un niveau axiologique clair, c'est-à-dire un système de valeurs et une vision du monde bien arrêtée. L'illustration la plus marquante de cette bataille idéologique se trouve sans doute sur le marché des cosmétiques. C'est un terrain d'observation privilégié, oui. À première vue, on pourrait croire que toutes les entreprises de ce secteur vendent exactement la même promesse, d'hydratation ou de jeunesse. Pourtant, les philosophies qui sous-tendent leur discours sont diamétralement opposées. D'un côté, on observe une posture basée sur la nature, incarnée historiquement par des entreprises comme Yves Rocher. L'idéologie sous-jacente affirme que la beauté est un état naturel, déjà présent chez l'individu. Et que la vocation du produit est simplement de l'accompagner, de la révéler par des extraits de plantes. À l'extrême inverse, des groupes comme L'Oréal se sont construits sur le mythe de la science et du progrès technique. La beauté n'y est plus considérée comme une donnée naturelle, mais comme une conquête culturelle. Un résultat obtenu grâce à la puissance des laboratoires, des brevets et des molécules de synthèse. Le produit n'est plus un accompagnateur naturel, c'est un agent transformateur puissant. Le client ne choisit donc pas seulement une texture de crème, il adhère à une conception philosophique du rapport entre l'humain et la nature. Il reste ensuite à traduire cette philosophie abstraite dans un format compréhensible par tous. C'est l'étape de la mise en récit. Une suite de valeurs ne fait pas une bonne histoire. L'ouvrage explique que la marque doit endosser le costume d'un personnage au sein d'une intrigue très codifiée où elle vient résoudre une crise traversée par le consommateur. Le produit n'est finalement que l'accessoire qui permet cette résolution. La narration est le moteur de l'adhésion. La structure classique du conte est systématiquement répliquée. Prenons la lessive Ariel. Le récit ne s'attarde pas sur les agents tensioactifs. L'histoire raconte la perturbation de l'harmonie familiale par un élément hostile, la tache de boue ou de confiture. La marque intervient alors comme le chevalier blanc qui restaure l'ordre puritain et ramène la paix dans le foyer. L'intrigue est résolue.
Un autre exemple éloquent est celui de l'eau minérale Contrex. L'objectif narratif n'a jamais été la simple hydratation. L'intrigue scénarisée depuis des décennies est la lutte quotidienne pour le contrôle de son corps et la minceur. La marque se positionne alors comme l'allié indéfectible, le coach bienveillant. Le contrat narratif est clair. Sans l'intervention du produit, le héros, c'est-à-dire le consommateur, perdrait la bataille. Ramenons cette mécanique à son utilité la plus quotidienne. Pourquoi notre esprit a-t-il autant besoin de ces récits et de ces symboles pour effectuer des tâches aussi triviales que remplir un caddie de course? L'explication réside dans l'économie d'énergie. Le cerveau humain déteste l'incertitude et la surcharge cognitive. Deux marques fonctionnent comme de puissants réducteurs de risque. L'expérience de pensée proposée par l'auteur est particulièrement parlante. Imaginons le simple fait de devoir faire des courses d'appoint dans un pays étranger, avec un alphabet inconnu, sans reconnaître aucun logo familier. Une tâche qui prendrait normalement 20 minutes se transformerait en une épreuve épuisante d'1 heure. Devoir analyser l'aspect des emballages, deviner le contenu, hésiter sur la qualité. La marque élimine cet effort d'analyse fonctionnelle, mais son rôle protecteur va bien plus loin. Elle réduit un risque beaucoup plus intime, le risque de déclassement social. Un risque particulièrement saillant dans des secteurs très identitaires comme l'habillement. L'adolescent qui débute la pratique du surf et qui exige d'acheter un t-shirt Quicksilver plutôt qu'un vêtement de sport générique ne fait pas un choix qualitatif sur le grammage du coton. Il effectue un acte de communication non verbale. Il achète un passeport symbolique pour intégrer une communauté. Arborer le bon logo, c'est émettre un signal de reconnaissance envers ses pairs. C'est affirmer sa compréhension des codes de la tribu. À l'inverse, choisir la mauvaise enseigne, c'est s'exposer à la marginalisation dans la cour de récréation ou sur le skatepark. La dimension identitaire prend largement le pas sur la valeur d'usage. Et cette dynamique identitaire a d'ailleurs subi une accélération fulgurante avec l'avènement de l'ère numérique. Le modèle pyramidal classique a volé en éclats. L'époque où l'entreprise diffusait un message publicitaire à un public passif devant sa télévision est révolue. Nous sommes entrés dans l'économie de l'expérience, marquée par l'émergence du concept de prosumer, un individu qui veut simultanément consommer et participer à la production du récit. Ce bouleversement a vu naître une nouvelle typologie d'acteurs, les fameuses DNVB, les marques verticales nées sur Internet. Des entités comme Cézanne dans la mode ou Glossier dans la cosmétique ont redessiné les règles du jeu en supprimant totalement les intermédiaires de la distribution classique. Ces nouvelles marques numériques ont compris que le point de contact direct, via les réseaux sociaux, valait toutes les têtes de gondole des supermarchés. Elles adoptent une posture de connivence, un ton qui mime l'amitié et l'authenticité, en demandant constamment l'avis de leur communauté. C'est très habile. Oui, mais l'ouvrage met en lumière un effet pervers majeur de cette injonction à la conversation perpétuelle. La dérive vers un storytelling creux. Dans une course frénétique pour capter l'attention dans un flux d'informations saturé, de nombreuses entités se mettent à raconter des histoires sans fondement réel. Ou pire, à s'approprier des combats de société sans aucune légitimité. C'est ce qu'on appelle le purpose washing. Elles adoptent une rhétorique inclusive, rebelle ou écologiste, mais sans que cela ne se traduise par une véritable intrigue résolutive pour le client, ni par une modification profonde de leur modèle de production. Ce bavardage incessant risque à terme de vider le concept même de marque de sa substance. Le constat est limpide. Ignorer la dimension symbolique d'une entreprise pour ne regarder que son bilan comptable ou la fiche technique de ses produits, c'est passer à côté de l'essentiel. Notre analyse montre que la marque est un véritable soft power contemporain. Elle structure le temps par ses campagnes, organise l'espace visuel urbain et fournit des repères mythologiques à une société sécularisée. Elle donne un sens aux échanges matériels, quand bien même ce sens relève de la construction psychologique. Et ce constat soulève inévitablement une interrogation politique majeure pour les décennies à venir. Laquelle ? Face au recul relatif des idéologies traditionnelles et à la complexité des défis globaux, on observe aujourd'hui une tendance lourde. Les entreprises à mission s'arrogent des prérogatives qui relevaient jusqu'ici de la puissance publique ou des institutions morales. S'il s'agisse de promettre d'accélérer la transition énergétique globale, comme le clame Tesla, de militer activement pour la diversité ou de financer la sauvegarde des océans,
L'ambition n'est plus seulement de vendre, mais de revendiquer une forme de magistrature morale. Le glissement est vertigineux. La question se pose alors de l'alignement des intérêts. Les impératifs de rentabilité financière et de croissance continue peuvent-ils réellement, de manière pérenne et désintéressée, coïncider avec l'intérêt général de l'humanité ? Si les marques remplacent progressivement l'État pour définir les contours du bien commun, on peut légitimement se demander si demain, la citoyenneté se définira davantage par nos abonnements commerciaux et nos historiques d'achat que par des passeports ou des droits de vote. Une réflexion d'une ampleur insoupçonnée, née d'un simple logo sur un emballage. Pour saisir pleinement ces mécanismes d'influence, la lecture de la marque s'impose vraiment comme une évidence. C'est le genre de grille de lecture qui garantit qu'il devient strictement impossible de regarder une publicité, une étiquette ou l'organisation d'un espace de vente avec la même innocence. Notre exploration s'achève ici. Il reste essentiel de cultiver son esprit critique. À très bientôt pour une nouvelle analyse fascinante de notre société.